Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Pierre Soulages et sa nouvelle exposition au musée du Luxembourg. Mon objectif est de vous présenter cette exposition et à travers elle de vous faire découvrir le parcours de Soulages et la logique de son œuvre. Donc Pierre Soulages, il est né à Rodez en 1919 et il est décédé en 2022 à l'âge de 102 ans. Il a traversé tout le XXe siècle en développant une œuvre à la fois radicale, cohérente et universelle. On le surnomme souvent le peintre du noir et de la lumière car c'est autour de ces deux notions que s'articule toute sa recherche. Loin d'être un symbole de deuil ou de mélancolie, le noir chez Soulages devient un moyen de révéler la lumière, une lumière qui n'est pas peinte mais qui émane directement de la matière. Il a inventé le terme outre noir qu'il définit comme une couleur qui va au-delà du noir, une couleur qui transforme la lumière et le regard. Cette approche place Soulages à part dans le paysage de l'art contemporain. Il est à la fois un de ces peintres français les plus célèbres dans le monde et l'un des rares à avoir été consacré de son vivant au Louvre pour son centenaire. L'exposition actuelle au musée du Luxembourg rend hommage à cette carrière exceptionnelle mais sous un angle bien précis, celui des peintures sur papier. Ces œuvres sont mises à l'honneur lors d'une exposition inédite intitulée Soulages, une autre lumière, à ne pas manquer au musée du Luxembourg à Paris du 17 septembre 2025 au 11 janvier 2026. C'est un choix fort car ces œuvres sont longtemps restées dans l'ombre de ces grandes toiles alors qu'elles accompagnent toute sa vie de créateur jusqu'en 2004. Le papier pour Soulages, c'est pas un support secondaire, c'est un laboratoire d'expérimentation, un terrain plus libre où il teste des matières, des outils et des effets de lumière. L'exposition elle est placée sous le commissariat d'Alfred Pachmann, figure majeure du monde muséal français. Ancien directeur du Musée national d'art moderne, Centre Pompidou, il entretient depuis longtemps un lien privilégié avec l'œuvre de Soulages. C'est lui, dès 1979, qui avait organisé au Centre Pompidou la première grande exposition temporaire consacrée à l'artiste, où figuraient déjà ses premiers outres noirs récemment découverts. Depuis, il a multiplié les expositions, il a écrit de nombreux textes de référence sur son travail, en accompagnant son évolution pendant plus de 40 ans. Pour cette rétrospective au musée du Luxembourg, il a travaillé en étroite collaboration avec Colette Soulages, alors âgée de 104 ans, qui a consacré ces dernières années à un immense travail d'inventaire des œuvres sur papier. C'est elle-même qui a procédé à la sélection finale des pièces exposées, conférant à cette exposition une dimension particulièrement intime et presque testamentaire, comme un dialogue posthume entre l'artiste et sa compagne. Le musée du Luxembourg s'est imposé comme lieu idéal pour cette exposition, c'est un espace dédié aux grands artistes modernes et contemporains. L'exposition bénéficie également du soutien d'institutions publiques françaises et présente de nombreuses œuvres issues de donations récentes, notamment les 500 papiers offerts par Pierre et Colette Soulages pour la création du musée Rodez. Le parcours de l'exposition suit à la fois un chemin chronologique et thématique. Il commence avec les premiers fusains des années 1940, traverse les expérimentations au brou de noix, les encres, les gouaches, les bleus et les résines des années 1970, pour s'achever sur les papiers noirs des années 1990-2000 qui annoncent ces célèbres outres noirs. Dans cette présentation, j'ai choisi de suivre la même progression que celle proposée par le musée. Je vais donc vous faire parcourir les différentes étapes de l'œuvre de Soulages dans l'ordre chronologique et thématique du parcours d'exposition, afin de vous donner quelques clés de lecture si vous avez l'occasion de visiter le musée vous-même. Pour comprendre le parcours de Pierre Soulages, il faut revenir à ses années de formation au début des années 1940. Très jeune, il se passionne pour le dessin et pour la peinture, mais il refuse de suivre la voie toute tracée des institutions. Reçu à l'école des Beaux-Arts de Paris, il choisit de ne pas y entrer et juge l'enseignement trop académique, figé et surtout trop collectif. Il raconte qu'en visitant les ateliers, il a été rebuté par le travail en groupe où chacun reproduisait les mêmes modèles selon des règles imposées. Il retourne alors dans sa ville natale, Rodez, afin de s'inscrire à l'école des Beaux-Arts de Montpellier, où il découvre un enseignement plus libre et plus ouvert. C'est là qu'il rencontre Colette Lorenz, qui deviendra sa compagne, sa collaboratrice et son soutien pendant plus de 80 ans. Ensemble, ils s'installent dans un petit atelier d'appartement et c'est dans ce contexte très modeste que se construisent les premières recherches de Soulages. Ses premières œuvres sont des dessins au fusain, il réalise des études de nu à partir de sculptures ou de modèles vivants, comme l'exige la tradition académique. Mais il s'en détache déjà. Ce n'est pas le corps qui l'intéresse, ni même l'anatomie, c'est la lumière. Il concentre le regard sur les lignes de démarcation entre l'ombre et la lumière, sur les zones de passage, les contrastes, et dans ses premiers fusains, on perçoit déjà sa sensibilité à la valeur plutôt qu'à la forme. En parallèle, il s'inspire beaucoup de la nature, et notamment des arbres en hiver. Il le représente sans feuilles, comme des squelettes graphiques. Les branches deviennent des réseaux de lignes et captent la lumière du ciel. Ce motif de l'arbre, qui revient sans cesse, n'est pas traité comme un sujet figuratif, mais comme une structure qui lui permet d'explorer la relation entre la forme et la lumière. Ses premières recherches montrent donc un peintre qui, dès les débuts, s'éloigne de la représentation pour aller vers l'abstraction. On parle parfois d'une abstraction cubiste parce qu'il part encore du réel, mais son objectif est déjà tout autre, traduire une sensation lumineuse plutôt qu'un objet.
Il faut rappeler que dès cette époque, Soulages adopte une position esthétique très claire, presque philosophique. Il rejette tout ce qui relève du romantisme ou de l'expression émotionnelle. Il déclare alors: ce n'est pas au peintre d'exprimer ses émotions, mais au spectateur de les prêter. Ce principe fonde toute la conception de son art. Pour lui, la peinture ne doit pas raconter une histoire ni livrer un sentiment, elle doit exister par elle-même, comme un tout autonome où les formes, les lignes et les matières produisent leur propre énergie. On voit donc dès les années 1940 apparaître les grands thèmes de toute son œuvre. La recherche de lumière, la réduction du sujet et la puissance du regard plutôt que celle du geste. Premières expérimentations au fusain marquent donc le point de départ de la recherche de Soulages. Comprendre comment la lumière peut exister à travers la matière plutôt que par la représentation du réel. Mais à la fin des années 1940, un changement décisif s'opère. Faute de moyens et surtout par curiosité, Soulages délaisse progressivement le fusain pour se trouver vers une nouvelle matière plus dense, plus expressive, le brou de noix. Et c'est une étape essentielle de sa carrière car cette matière va lui permettre d'approfondir le rapport entre l'ombre, la transparence et la lumière, tout en ouvrant la voie à son abstraction définitive. À la fin des années 1940, Pierre Soulages et Colette s'installent dans un petit atelier à Courbevoie, près de Paris. Les conditions matérielles sont modestes. Les toiles coûtent cher, la peinture à l'huile demande du temps et de l'espace. Le papier s'impose donc comme un support à la fois économique, maniable et rapide. Et c'est sur ce support, qu'il va faire une découverte décisive, le brou de noix. Le brou de noix, c'est une substance naturelle utilisée surtout par les ébénistes pour teinter le bois. C'est un liquide brun foncé, fabriqué à partir de coques de noix oxydées. Pour Soulages, c'est une matière révélatrice, à la fois opaque et lumineuse, fluide mais résistante, qui lui permettent d'explorer de nouveaux effets de texture et de transparence. Souvent, c'est Colette qui prépare la matière. Elle fait fondre la résine, la dilue, la laisse épaissir au soleil jusqu'à obtenir une consistance idéale. Ce geste artisanal est significatif. Chez Soulages, la peinture est toujours liée à une expérience concrète de la matière, un rapport presque physique à la substance. Comme le brou de noix est trop épais pour les pinceaux traditionnels, des brosses de peintre en bâtiment, des racloirs, voire des outils qu'il fabrique lui-même. Truelles, couteaux, lamelles de caoutchouc, ces instruments laissent des traces visibles dans la matière, des stries, des reliefs, des accroches de lumière. Pour lui, ces traces ne sont pas des accidents, elles font partie intégrante de la composition. C'est ici que le rapport au temps et au geste change complètement. Dans les dessins au fusain, on peut suivre la construction du trait. On devine le début et la fin du geste, on lit le mouvement de la main. Autrement dit, le fusain contient une narration du geste et du temps. On voit la peinture se faire presque comme une écriture. Avec le brou de noix, au contraire, cette narration va disparaître. La matière plus dense absorbe le geste, elle empêche de retracer son déroulement. On ne peut plus lire l'œuvre dans le temps du mouvement, il faut désormais la regarder dans sa globalité. L'œil ne suit plus un trait, il perçoit un ensemble organisé de formes et de rapports. Soulages cherche précisément cet effet, une peinture qui s'impose d'un seul coup, qui ne raconte pas mais qui existe par elle-même. Le papier qu'il utilise sans préparation renforce cette immédiateté. Il travaille sur des formats standards, le raisin, le Jésus, le grand aigle, posés au sol pour avoir une vision d'ensemble. Le séchage rapide du brou de noix l'oblige à aller très vite. Chaque geste compte, chaque passage devient définitif. Peu à peu, le brou de noix l'amène à s'émanciper totalement du réel. Au départ, ces formes deviennent encore plus de la nature, d'un arbre, d'un entrelac de branches, mais très vite, ces références disparaissent. Il ne cherche plus à représenter, mais à organiser un espace plastique autonome, fondé sur les relations entre les masses sombres et la lumière du papier. Il dira plus tard « Je voulais créer des formes qu'on ne puisse pas déconstruire ni lire comme une histoire ». Le brou de noix lui permet de donner corps à ce principe. La peinture ne renvoie plus à un monde extérieur ni à un sentiment intérieur, mais à elle-même, à la matérialité du pigment, du papier, à la lumière qu'ils produisent ensemble. Brusquement, avec les peintures sur papier, apparaissent des traces peintes, juxtaposées, groupées, une sorte de signe qu'on a comparé parfois à un idéogramme chinois. Il n'y a plus la continuité d'une ligne, c'est le surgissement d'un ensemble, il y a simultanéité. À la toute fin des années 1940, Pierre Soulages n'a encore que 30 ans, mais son travail commence déjà à circuler hors de France. Et ce n'est pas un hasard. Son art, fondé sur la pureté des formes et le rapport entre lumière et matière, parle un langage universel. Tout commence grâce à un collectionneur allemand, le docteur Ottomar Domnick. Grand défenseur de l'art abstrait, en 1948, il organise une exposition itinérante intitulée, désolé pour mon allemand, Französische Abstrakte Malerei. Autrement dit, peinture abstraite française. Cette exposition, présentée dans 7 villes d'Allemagne, avait pour but de réhabiliter l'art abstrait, interdit et condamné quelques années plus tôt par le régime nazi comme un art dégénéré. Le simple fait de montrer ses œuvres si peu de temps après la guerre est donc un acte politique courageux et Soulages, encore très jeune, est le plus jeune peintre de la sélection, aux côtés d'artistes déjà confirmés comme Hans Hartung ou Francis Sculpta.
j'ai massacré son prénom certainement. C'est là que tout bascule. Un de ses brous de noix est choisi pour l'affiche universelle de l'exposition. Cette image, largement diffusée, devient alors la première icône visuelle de son œuvre. Et c'est ainsi que son nom commence à circuler en Allemagne, où il est perçu comme l'un des artistes les plus prometteurs dans cette nouvelle génération abstraite. Cette visibilité européenne attire ensuite l'attention de milieux artistiques américains. En 1947, déjà, un certain James Johnson Sweeney, ancien directeur du musée moderne d'art de New York, rend visite à Soulages dans son atelier parisien. Soulages ne parle pas anglais, il ne comprend pas du tout cette rencontre, mais Sweeney achète immédiatement une de ses œuvres sur papier, séduit par sa force et sa radicalité. Ce geste est symbolique. Sweeney deviendra l'un des plus grands défenseurs de l'art de Soulages aux États-Unis en écrivant sur lui et en contribuant à faire connaître son travail. Bien avant que la France reconnaisse pleinement son œuvre, l'Allemagne et surtout les États-Unis célèbrent ce jeune peintre comme une figure majeure de la nouvelle abstraction. En 1948, la critique américaine le compare à Jackson Pollock, des artistes qui révolutionnent alors la peinture gestuelle outre-Atlantique. Le grand peintre américain Bernard Newman salue lui aussi la force de son travail et la même année, Sweeney, alors conservateur du MoMA, achète donc les premières œuvres de Pierre Soulages et les fait rentrer dans la collection américaine. En 1952, le MoMA fait officiellement entrer la toile dans ses collections permanentes et Soulages devient alors le premier artiste vivant français exposé dans les salles du musée. En France, en revanche, son art reste longtemps incompris, jugé trop austère, trop silencieux face aux élans de l'abstraction lyrique français. En 1996, le peintre évoque ainsi pour Le Monde ses années 1950. Il nous dit « À l'époque, je n'étais pas un peintre français, mais un marginal bizarre. La peinture, ce qui se disait de tradition française, additionnait les souvenirs de l'impressionnisme, du fauvisme et du cubisme. Et moi, j'en étais loin. Il y avait aussi les surréalismes, armés par leur attirail littéraire. Ils se servaient de l'image pour flatter le discours. Et les réalistes, désespérés. Et la peinture engagée. Et encore l'abstraction d'avant-guerre. Mais il n'y avait pas de place pour moi dans ce foisonnement. Je n'avais pas le droit à la moindre considération de la part des Français. » Quelques années plus tard, en 1954, Soulages est représenté à New York par la galerie Cutts, l'une des plus importantes du moment. C'est celle qui expose par exemple Picasso, Léger ou encore Rothko. Pendant près de 10 ans, la galerie Cutts organise 8 expositions personnelles de Soulages et ses œuvres trouvent leur place dans les grandes collections américaines. Cette période marque son entrée sur la scène internationale. Son art à la fois sobre et monumental séduit par sa puissance plastique et sa neutralité de sens, à contre-courant de l'expressionnisme abstrait américain très émotionnel. La reconnaissance ne s'arrête pas là. Dans les années 1950, Soulages est également exposé au Japon. Ses peintures papier apparaissent dans la revue Bokubi, qui cherche à rapprocher la calligraphie japonaise et la peinture abstraite occidentale. En 1957, il reçoit même un prix au Japon, preuve que son travail résonne au-delà des frontières culturelles. Mais là encore, fidèle à lui-même, Soulages refuse qu'on l'associe à la calligraphie. Il explique que, contrairement à l'idéogramme, ces signes ne portent aucun sens linguistique. Dans la calligraphie, le trait renvoie à un mot, à une idée. Moi, mes signes ne signifient rien. Ils existent par leur forme et leur rapport. Cette exposition est capitale. Elle souligne que pour lui, peindre n'est pas écrire et que la peinture doit rester libérée du langage. Cette connaissance à l'étranger est surtout plus frappante puisqu'en France, à la même époque, Soulages reste relativement méconnu. Il faudra attendre les années 1960 pour qu'il bénéficie d'une véritable consécration dans son propre pays. En 1989, le musée de Nantes le célèbre enfin avec une exposition que Le Monde qualifie d'admirable démonstration de peinture abstraite et de morale de la création. Sa magistrale rétrospective au Centre Pompidou en 2009 donnera raison à son obstination. Les galeristes reviennent, les prix s'envolent, le monde est à ses pieds. Après avoir été le premier artiste vivant exposé à l'Ermitage de Saint-Pétersbourg en 2001 et le premier peintre français à exposer dans la Chine de Mao, le voilà reconnu de la Corée du Sud au Brésil, présent dans les meilleures collections privées de la planète. Mais déjà, à travers ses expositions et ses échanges, son œuvre s'inscrit dans une dimension mondiale. Il devient l'un des seuls artistes européens à faire le lien entre l'abstraction d'après-guerre en Europe, l'expressionnisme abstrait américain et l'esthétique orientale du signe et du vide. En somme, cette période est celle de l'affirmation publique de Soulages. Il quitte la sphère intime de l'atelier pour entrer dans l'histoire de l'art international. Et pourtant, il garde la même rigueur, la même volonté de ne jamais raconter, que ce soit à Paris, à New York ou à Tokyo, sa peinture reste silencieuse, dépouillée, concentrée sur une seule chose, la lumière. Après ses premières années de succès, notamment en Allemagne, aux États-Unis, au Japon, Pierre Soulages reste fidèle à son indépendance. Il ne cherche ni à séduire le marché, ni à suivre une mode. Au contraire, il poursuit ses recherches dans l'intimité de l'atelier, en revenant sans cesse à son rapport de prédilection, le papier.
Dans les années 1950 et 1960, celui-ci devient alors pour lui un véritable laboratoire, un espace d'expérimentation où il peut tester de nouveaux gestes, de nouvelles matières et de nouveaux rapports à la lumière, loin de toute contrainte de commande ou de monumentalité. C'est dans cette période que s'affirme la dimension la plus constructive et architecturée de son travail, et c'est celle que je vais développer maintenant. Dans les années 1950 et 1960, après avoir été reconnu à l'étranger, Pierre Soulages poursuit ses recherches à Paris, puis à Sète, dans un atelier qu'il partage avec Colette face à la mer. Il reste profondément attaché au papier qu'il considère non pas comme un support secondaire, mais comme un espace de liberté totale. C'est sur papier qu'il ose plus, qu'il expérimente, qu'il remet en question les limites de la peinture. Le papier est pour Soulages ce que le carnet est pour l'écrivain, un lieu d'essai, de risque et de découverte. Contrairement à la toile, plus coûteuse et plus contraignante, le papier lui permet de travailler vite, de tenter, de rejeter, parfois même de brûler les œuvres qui ne lui conviennent pas. Il dira plus tard que sur papier, il pouvait tout essayer sans hésiter, car ce support ne demandait ni préparation ni après, il était prêt à l'emploi direct et immédiat. C'est aussi un espace où il explore de nouvelles matières. Après le brou de noix, il expérimente l'encre, la gouache, parfois même enrichie de résine, pour obtenir des effets d'opacité. Il superpose ces différentes couches pour créer des contrastes, des zones de transparence ou des nappes sombres qui dialoguent avec la lumière du fond. Ce jeu de superposition donne à ses œuvres une épaisseur visuelle qui, malgré la finesse du papier, produit un effet presque monumental. Mais cette monumentalité, il la cherche autrement que par la taille. Les formats restent souvent standards car le papier ne permet pas de dépasser certaines dimensions sans se casser. Alors la question devient comment rendre une œuvre monumentale sans changer l'échelle. Soulages répond en jouant sur la structure interne de la composition. Il organise les surfaces comme un espace architectural où chaque ligne, chaque bande, chaque réserve de blanc participe à l'équilibre général. On sent ici l'influence de son regard d'architecte de la lumière. Il réfléchit en termes de rapport entre le plein et le vide, entre la densité et la respiration. D'ailleurs, pour observer ses œuvres, il conseillait parfois de plisser les yeux afin de ne plus voir les formes, mais seulement la lumière du blanc qui surgit entre les masses sombres. Le papier devient alors un lieu de construction où le geste n'est plus expressif mais mesuré. C'est dans ces années que son travail prend un caractère presque architectural, notamment dans ses encres et gouaches des années 60. Les traits y sont plus fins, plus resserrés, parfois verticaux ou diagonaux, évoquant des charpentes, des structures métalliques. Certains critiques ont parlé d'architecture de la lumière ou d'autres de construction à la Eiffel. Mais contrairement à certains peintres de l'abstraction lyrique, Soulages refuse qu'on parle de gestes à propos de son travail. Il dit clairement « Je ne suis pas un peintre gestuel. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le geste, mais la trace qu'il laisse. » Autrement dit, ce qui compte, ce n'est pas l'énergie du bras, mais la qualité de la trace sur la surface. Sa longueur, son épaisseur, sa structure, sa texture, et surtout les relations qu'elle établisse avec le fond et les autres traces. Certaines œuvres de cette période laissent même apparaître des touches de bleu ou de gris, des couleurs froides et rares dans son univers, mais qui servent toujours le même but, révéler la lumière par contraste. Ce ne sont pas des couleurs décoratives, mais des accents lumineux à l'intérieur du noir. Lors d'une polémique dans le magazine Clarté qui défendait le réalisme social, on l'accuse de pratiquer une peinture inutile parce qu'elle ne sert pas la société. Soulages répond que sa peinture est matérielle, réelle, puisqu'elle laisse une trace concrète sur une surface réelle. C'est une peinture du visible pur qui ne cherche pas à dire mais à faire voir. Et c'est précisément cette recherche qui va l'amener à la fin des années 70 à franchir une étape décisive dans son œuvre. En 1979, presque par accident, il découvre que le noir, qu'il utilisait jusque-là pour absorber la lumière, peut au contraire la faire naître. De cette découverte naît le concept de l'outre noir, une peinture où la lumière n'est plus à côté de la couleur mais au cœur même du noir. C'est cette dernière période de création entre 1979 et 2004 que nous allons maintenant explorer. Nous sommes maintenant en 1979. Soulages travaille alors sur une grande toile entièrement recouverte de peinture noire. Il tente de retravailler la surface, d'y ajouter de nouvelles couches, mais la peinture s'épaissit, devient lourde, presque opaque. Et c'est en raclant cette surface qu'il remarque quelque chose d'inattendu. La lumière se met alors à jouer sur les reliefs du noir, à se réfléchir dans la matière comme un miroir rugueux. La toile, selon l'angle de vue et la lumière ambiante, change d'aspect, passant du mat au brillant, du sombre au lumineux. À cet instant, il comprend que le noir peut non seulement absorber la lumière, mais aussi la produire. C'est cette découverte qui donnera naissance à ce qu'il appelle l'outre noir, un mot qu'il invente lui-même pour désigner une couleur au-delà du noir. Il dit « L'outre noir, c'est un autre pays que le noir, un pays où la lumière vient du noir lui-même ». Avec l'outre noir, Soulages change radicalement sa technique. Désormais, il travaille sur de grandes toiles recouvertes d'une épaisse pâte noire, composée d'huile et de résine, qu'il strie, racle, lisse ou scarifie à l'aide de spatules, de brosses, de racloirs ou même d'outils qu'il fabrique lui-même. La surface devient alors un véritable relief, une sculpture de lumière. Ce n'est plus la couleur qui compte, mais le rapport entre la lumière et la texture. Chaque sillon, chaque trace, chaque irrégularité modifie la manière dont la lumière se réfléchit.
Quand on se déplace devant une toile de Soulages, l'œuvre change, elle semble s'animer, vibrer et respirer. La peinture devient un espace à parcourir, non plus seulement à regarder. Soulages insiste d'ailleurs sur l'idée qu'il planifie jamais ses œuvres. Il commence sans savoir où il va, laissant une grande part au hasard et à l'accident. Il explique « Je peins sans idée préconçue, je cherche à être surpris par ce que je fais. Cette démarche de disponibilité totale à la matière prolonge la logique de ses papiers. La peinture est un champ d'expérimentation, un dialogue constant entre l'inattendu et le contrôle. » À côté de ce travail sur le noir, Soulages continue, jusque dans les années 1980, à explorer les possibilités de la couleur sur papier, notamment à travers le bleu. Dans ses œuvres, réalisées à la gouache vinylique, il imagine de véritables fenêtres lumineuses. Il enduit la surface d'un bleu dense, puis racle la peinture pour laisser passer une lumière filtrée, presque comme un vitrail. Il parle alors d'un cadre bleu, d'une porte-fenêtre dont la lumière vient du milieu. Ces œuvres bleues ne contredisent pas l'autre noir, elles en sont une variation chromatique, une manière de tester comment la couleur peut, elle aussi, devenir source de lumière. Dans les deux cas, le principe est le même. La lumière ne se pose pas sur la surface, mais elle en émane. Ainsi, entre 1979 et 2004, Pierre Soulages atteint la synthèse parfaite de tout ce qu'il avait cherché depuis ses débuts. Une peinture sans récit, sans sujet, mais pleine de présence. Une peinture qui ne représente rien, mais qui fait exister la lumière. Cette longue évolution, depuis les premiers fusains jusqu'aux outres noirs, permet de comprendre à quel point le travail de Pierre Soulages repose sur une même quête, rendre visible à la lumière à travers la matière. Et c'est précisément ce que le Musée du Luxembourg met en valeur dans sa dernière exposition, en retraçant plus de 60 ans de création sur papier. L'exposition ne cherche pas à tout montrer, mais à faire ressentir cette continuité, à nous faire entrer dans le processus de l'artiste. On arrive déjà à la conclusion. Et pour conclure, on peut dire que l'œuvre de Pierre Soulages se défend à la fois dans le temps et la matière. Le parcours que propose l'exposition, comme ces deux schémas que je vais vous montrer, montre bien la continuité d'une même recherche articulée autour de 5 grands cycles. Du brun, du brou de noix à la naissance de l'outre noir, en passant par les jeux de clair-obscur, l'apparition de la couleur sous le raclage, puis la domination du noir. Mais cette évolution chronologique correspond aussi à une évolution technique et matérielle. Chaque médium, le fusain, le brou de noix, les encres, la gouache, la mine de plomb, a ouvert un champ d'expérimentation différent. Chez Soulages, la matière n'est plus un simple outil, elle devient le véritable sujet de la peinture. C'est elle qui structure l'espace, capte la lumière et permet au noir de devenir couleur-lumière. Ainsi, du papier à la toile, du brun translucide à l'outre noir rayonnant, c'est toujours la même quête qui se poursuit, faire de la lumière un acte de peinture et non plus une illusion. L'exposition du Musée du Luxembourg nous rappelle que cette œuvre, si radicale en apparence, est avant tout une méditation sur la perception, une invitation à regarder le noir comme un espace vivant. Cette exposition offre bien plus qu'un simple panorama chronologique, elle nous permet de comprendre le fil conducteur d'une vie entière dédiée à la lumière. De ses premiers fusains au dernier outre noir, Pierre Soulages n'a cessé de chercher une chose: comment faire naître la lumière de la matière sombre, comment peindre non pas ce que l'on voit mais ce que l'on fait voir. En suivant ce parcours, on comprend que son œuvre repose sur une idée profondément moderne et universelle. La peinture ne doit pas représenter le monde, mais en être l'expérience directe. Chez lui, le noir n'est jamais un symbole de deuil ou de négation, il devient au contraire un espace de révélation, un miroir sensible, où la lumière se manifeste par contraste. C'est ce paradoxe, peindre avec le noir pour révéler la lumière, qui fait de Soulages une figure à part dans l'histoire de l'art contemporain. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à poser toutes vos questions aussi en commentaire de la vidéo, et je vous souhaite un bon week-end.